Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre 4e rendez-vous de la semaine de la méthanisation sur le sujet des coopératives engagées dans la méthanisation. Événement organisé par le dispositif Méthanaction. Donc, avant de débuter ce 4e rendez-vous, je vais vous faire juste un petit point technique au sujet de notre outil Livestorm. Donc, comme vous l'aurez remarqué, vous n'avez pas accès à votre caméra et à votre micro, ils sont coupés. Du coup, mais vous pouvez, à votre droite, tout en haut à droite, en cliquant sur la petite flèche, avoir accès à l'espace chat et aussi poser vos questions dans l'espace questions. Et on a également un espace sondage qu'on va utiliser tout de suite. Donc, je vous invite à aller voir l'espace sondage pour répondre à une première question. Qui vous êtes? Donc, afin de savoir qui est connecté ce matin avec nous. Voilà. Je suis Mélisa Amara et j'animerai cette matinée avec ma collègue Mylène. Merci Mélisa, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e rendez-vous de la semaine de la méthanisation dédié aux coopératives agricoles et à leur implication dans ce sujet qui est la méthanisation. Donc les coopératives sont des acteurs incontournables du monde agricole et à ce titre, elles ont leur rôle à jouer dans le développement de la méthanisation agricole. On va voir aujourd'hui quelle place elles peuvent prendre, de l'apport de matière à l'accompagnement, en passant par les financements par exemple, et quels intérêts pour elles et pour leurs adhérents. Vous voyez à l'écran les réponses que vous avez données lors de votre inscription, les mots-clés qu'on vous a demandé sur quand vous pensez coopérative et méthanisation, à quoi vous pensez? Voilà ce qui ressort, la mutualisation sans surprise. Ensuite, ce qui est, je crois, clair, c'est que c'est un rôle primordial, nécessaire, voire indispensable pour certains, que les coopératives se mobilisent dans ce sujet qui est la méthanisation. Elles peuvent donc avoir un rôle d'approvisionnement en apportant les matières, vous l'avez dit, un rôle de soutien, un rôle de financement aussi. On va voir tous ces points aujourd'hui avec nos intervenants. Nous avons donc Hugo Battel du groupe Oxiane, Bertrand Magnien, président du comité bioéconomie de la coopération agricole, et Max Doux, directeur de la Fédération des CUMA Lot-et-Garonne et Gironde. Nous devions avoir un 4e invité, Jacques Marotex, président de Métinov et de la coopération Entraide agricole. Malheureusement, Jacques Marotex a un empêchement de dernière minute, une urgence familiale, et je vous prie à tous de l'excuser pour ce contretemps. Il ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais on pourra diffuser un de ses témoignages préenregistrés. Donc, pour faire un premier tour de table avec nos 3 invités, je vais vous demander un peu la même chose qu'on a demandé à nos participants à leur inscription, c'est-à-dire en quelques mots, que représente pour vous la méthanisation, pour vous en tant que coopérative? Quels sont les enjeux et les défis de la méthanisation en 2-3 mots? C'est Hugo Battel du groupe Oxiane. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Hugo. Oui, c'est tout bon. Bonjour à tous. Hugo Battel, je suis le représentant, responsable d'énergie renouvelable pour le compte de la coopérative Oxiane, qui est une coopérative du coup qui agit sur le quart sud-est de la France. On est une coopérative polyvalente où on accompagne nos adhérents sur les thématiques de la grande culture, de l'élevage. Et assez récemment maintenant sur les énergies renouvelables. Donc, ça fait 2 ans qu'on a un accompagnement sur les thématiques de la méthanisation et du photovoltaïque à destination de nos adhérents. Et donc pour nous, cette nouvelle thématique s'inscrit comme une diversification de nos activités. L'objectif pour nous, c'est d'apporter des solutions de revenus supplémentaires, de valorisation des flux en élevage, des solutions de mise aux normes, et surtout voilà des perspectives d'avenir pour les exploitations avec des revenus qui sont eux plus prévisibles, on va dire, grâce aux contrats d'État qu'on peut bénéficier. Donc
Voilà, aujourd'hui, pour nous, c'était important de créer un accompagnement à destination de nos adhérents sur cette thématique-là, puisque la thématique est grimpante. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont actives dans le domaine, qui viennent démarcher les agriculteurs. Mais malheureusement, toutes les entreprises ne sont pas toutes sérieuses. Et l'objectif pour nous, c'était d'accompagner nos adhérents de manière indépendante sur ces thématiques-là pour faire en sorte que les projets qu'ils développent soient le plus pérennes possible. Hugo, pour cette introduction, vous pourrez bien sûr détailler dans quelques instants cet accompagnement que vous faites auprès de vos adhérents. Je passe la parole à Max Doux. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, bonjour, je Max. suis directeur de la Fédération d'écumas de Lot-et-Garonne depuis longtemps et directeur de la Fédération d'écumas de Gironde depuis 3 ans. Donc, au niveau des écumas, nous intervenons à la demande des groupes d'agriculteurs en accompagnement de projets de méthanisation. L'intérêt, c'est d'une part, pour les agriculteurs, c'est d'aller rechercher du revenu. Pour l'ACUMA, c'est le groupe qui est à la base souvent de l'initiation de la réflexion pour la création d'un projet collectif agricole. Et au niveau de notre fédération, de nos fédérations d'écumas, c'est le développement de l'activité d'écumas, puisque les écumas interviennent parfois en amont, souvent en aval du méthaniseur, pour tout ce qui est équipement et organisation et développement des chantiers, et aussi création d'emplois, notamment avec aujourd'hui l'option groupement d'employeurs dans le cadre d'une écuma. Merci Max. Monsieur Magnin, dernier mot d'introduction. Oui, bonjour à tous. Bertrand Magnin, je suis avant tout agriculteur en Hauts-de-France et membre d'une coopérative et président de la fédération, la coopération agricole en Hauts-de-France et membre du conseil d'administration national de la coopération agricole. Et dans ce cadre, je préside le comité bioéconomie de la coopération agricole. Dans le comité bioéconomie de la coopération agricole, on a traité plusieurs sujets, les protéines végétales, les matériaux biosourcés, et toute la chimie verte et aussi la biomasse énergie dans lequel la méthanisation agricole. Et au premier questionnement de l'ensemble des adhérents, des 2700 adhérents de la coopération agricole française, ont questionné leur intérêt et la méthanisation agricole est arrivée dans le sujet de bioéconomie comme le premier sujet. Vous me demandez en introduction comment, en tant qu'acteur coopératif, que représente pour moi la méthanisation en tant que fédération. Pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les agriculteurs, c'est une opportunité pour les coopératives. C'est une opportunité de pouvoir faire le lien entre ce qui est le sourcing et aussi l'épandage, ce qui sort de nos unités de méthanisation. C'est une opportunité, comme ça a été cité auparavant, de développement aux associés coopérateurs de pouvoir trouver une nouvelle branche d'activité dans leur propre production et aussi aux propres coopératives dans le développement de l'accompagnement, développement d'une compétence nouvelle. C'est très important aussi dans le fait que la coopération agricole et l'agriculture devient un acteur majeur de l'économie circulaire. C'est une attente sociétale très importante. Et aussi, le dernier point, c'est que grâce aussi à cette activité-là, l'agriculteur et les coopératives deviennent des acteurs importants de la décarbonation et aussi de la réduction des gaz à effet de serre. Vous pourrez y revenir plus tard, mais c'était vraiment mes propos introductifs. Merci beaucoup Bertrand. Mélisa, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur le sondage qu'on a lancé pour savoir qui est avec nous aujourd'hui? Alors, vous êtes déjà 40 à être connectés ce matin avec nous pour ce 4e rendez-vous. Et ce sont principalement des prestataires techniques, donc bureaux d'études, constructeurs qui sont là ce matin. Et ensuite, nous avons également des gestionnaires de réseaux de gaz qui sont aussi au rendez-vous. Donc, quelques collectivités coopératives. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent tout juste à y répondre.
Mais bon, on va lancer un deuxième sondage, cette fois, sur... Pardon. Alors, selon vous, quel rôle principal doit avoir une coopérative dans le développement d'un projet de méthanisation sur un territoire? On vous invite à y répondre et en attendant, on va vous faire passer une petite vidéo donc, sur comment les coopératives se sont impliquées dans leur projet. Une vidéo de témoignages d'agriculteurs méthaniseurs ou qui seront bientôt agriculteurs méthaniseurs mis en service cette année ou bientôt. Donc, on lance la vidéo. Comme on avait besoin de matière pour apporter au projet, donc on a tout de suite pensé aux issues et donc c'était le fait de les faire apporter les issues, c'était la logique de leur demander de venir au capital. La coopérative a été aussi un atout dans notre dispositif parce qu'ils ont amené une sécurité, ils ont amené un aplomb devant les banques aussi qui nous ont permis de passer ces étapes parce que nous on est des agriculteurs avec des fonctionnements ordinaires si on peut dire et du coup pour un investissement de plus de 7 millions d'euros il faut des partenaires aussi quoi. Donc on était bien content aussi d'avoir ce système de partenariat. Le matériel qui va servir à l'épandage, qui va servir au transport aussi des fumiers, tout ça a été acheté par la CUMA. A été acheté par la CUMA avec un engagement de la META de le faire fonctionner, de faire les heures qu'il faut pour l'amortir. Ça peut pérenniser aussi la CUMA. On a des augmentations d'ensilage, on a voilà, il y a du matériel qui va être en grande partie amorti par la META, que la CUMA ne pourrait pas acheter, quoi, qui n'avait pas le boulot. Et là, ça va permettre à tout le monde, c'est une mutualisation, quoi. On arrive à faire des heures, plus d'heures, donc on va amortir plus de matériel et du matériel disponible, plus performant pour tout le monde. Alors, on remercie du coup les futurs exploitants d'unités ou les unités qui ont été mises en service cette année pour avoir participé à ces interviews-là. Je vais vous donner les résultats du sondage, du coup. Alors, selon vous, le rôle principal que doit avoir une coopérative dans le développement d'un projet de méthanisation, en premier lieu, est accompagner dans les démarches en amont, donc études, développement. Donc, la deuxième réponse qui est le plus souvent citée était de proposer une offre de service complète et ensuite être apporteur de matière et une seule personne qui, pour elle, était d'être actionnaire du projet. Donc voilà, je repasse la parole à Mylène. Merci Mélisa. Merci d'avoir répondu à ce sondage. Donc vous êtes pour la plupart convaincus que les coopératives doivent avoir un rôle d'accompagnement dans les démarches amont de lancement d'un projet de méthanisation. C'est ce qu'a fait le groupe Oxiane et c'est ce sur quoi témoignera Hugo Battel dans un instant. Juste avant, Jacques Marotex, lui, devait présenter son projet de méthanisation, la SAS Métinov, pour laquelle la coopérative Entraide Agricole, elle, a été actionnaire du projet. La SAS Métinov, la coopérative Entraide Agricole détient plus de 80% du capital de cette unité. Alors Jacques Marotex n'est pas là aujourd'hui pour témoigner de ce projet, mais vous allez pouvoir écouter son témoignage enregistré sur cette vidéo. Ça regroupe 24 producteurs éleveurs qui vont apporter 29 000 tonnes de fumier, de lisier, de caprins, de vaches laitières et la coopérative CEA. On a créé une société qui est une filiale de la coopérative et c'est la coopérative qui a assuré le fonds de roulement de la société pour faire toutes les études initiales. Les éleveurs ont pris 18% du capital de la société Métinov et la coopérative avait 82%.
parce que ça fait un complément de revenu. Ça fait de l'engrais à pas cher pour les agriculteurs, de l'engrais de qualité. C'est que ça résout les problèmes d'odeur dans le territoire rural. Donc vous avez pu voir le témoignage de Monsieur Marotex. Donc effectivement, le choix de la coopérative Entraide Agricole, ça a été là de rentrer au capital du projet. Hugo Battel, vous, au groupe Oxiane, c'est plutôt, comme je le disais, d'accompagner les projets et pour plutôt rester en dehors du capital de l'unité. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix et comment cette démarche est née ? Alors, si on reprend du coup le déroulement de la mise en place de l'accompagnement chez nous, en fait, l'opportunité qui a été amenée à la coopérative, ça a été de contribuer au financement d'un poste d'un conseiller du coup sur cette thématique-là. Donc en fait, l'ADEME avait lancé un appel à projet justement pour tester la capacité des coopératives à faire émerger des projets de méthanisation au sein de ses adhérents. Et donc, on a établi une convention avec l'ADEME pour une durée d'1 an avec un objectif de réaliser une vingtaine d'études d'opportunité à destination de nos adhérents. Donc, l'objectif a été rempli. On a accompagné plus d'une trentaine d'exploitants sur cette thématique-là. Donc, vraiment au stade de l'étude de faisabilité, donc juste d'opportunité, donc vraiment au stade de est-ce qu'il y a un intérêt ou pas d'envisager un projet de méthanisation sur l'exploitation. De ces 30 exploitations, aujourd'hui, on a à peu près 10 exploitations qui ont souhaité aller plus loin. Et puis, des exploitations qui se sont réellement engagées, il y en a eu derrière 4. Donc, pour nous, la vocation de la mise en place de cet accompagnement, donc il y a eu cette opportunité avec l'ADEME, mais derrière, une fois qu'on avait fait émerger les projets, on trouvait dommage de s'en arrêter là. Donc, nous, on a essayé de s'organiser pour pouvoir continuer à accompagner nos adhérents sur la thématique et pour pouvoir les accompagner justement jusqu'à la mise en service. Donc, on est bien aujourd'hui sur une offre de service complète, c'est-à-dire qu'on va de l'étude d'opportunité jusqu'à la mise en service et même après. L'objectif, c'est de s'inscrire dans la durée avec nos adhérents pour pouvoir leur apporter des services sur de la réalisation de coûts de production, des choses comme ça pour encore optimiser demain le fonctionnement des unités. Donc, on les accompagne sur la partie étude de faisabilité, demande de subvention, réalisation d'une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage et derrière, on fonctionne en parallèle avec un bureau d'études pour tout ce qui va être maîtrise d'œuvre. Donc, on se fait accompagner sur l'ensemble de ces étapes par des bureaux d'études compétents spécialisés dans la méthanisation. Nous, l'objectif, c'était vraiment en fait de dissocier, on va dire, les offres commerciales qui pourraient être faites aux agriculteurs. C'est d'abord de dimensionner un projet à l'échelle de l'exploitation. Notre volonté, c'est de faire en sorte que nos projets soient pérennes, comme je vous le disais tout à l'heure, et l'objectif pour nous, pour maîtriser ça, c'est de maîtriser l'énergie qu'on va valoriser dans les méthaniseurs. Donc, on met vraiment l'accent sur un dimensionnement cohérent par rapport au potentiel de matière que peut mobiliser le méthaniseur. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une ADN où on dissocie la partie technique de la partie financière. Nous, on est vraiment là pour faire en sorte que les projets soient bien dimensionnés. Ensuite, concernant effectivement la prise de capital, aujourd'hui c'est une réflexion chez nous. On est fortement challengé par l'ADEME, notamment pour essayer aujourd'hui de pouvoir apporter des fonds propres dans les projets de méthanisation pour pallier en fait aux baisses de subventions qui vont arriver. Aujourd'hui, le positionnement de nos administrateurs a été très simple, c'est de se dire que la coopérative ne pouvait pas financièrement se positionner sur l'ensemble des projets qui pointent leur nez. Aujourd'hui, on a 8 projets de méthanisation en injection qu'on accompagne avec des enveloppes moyennes à 4,5 millions d'euros. Donc, en fonction des capitaux que pourrait prendre la coopérative, vous voyez que ça peut faire vite des sommes assez conséquentes. Et l'objectif, c'était de garder, entre guillemets, cette équité vis-à-vis de l'ensemble des adhérents. Puisqu'en plus on accompagne aussi les adhérents sur la thématique du photovoltaïque. Donc après voilà, si on commence à mettre de l'argent dehors, il faut pas oublier qu'on est quand même une coopérative agricole avant tout. On veut bénéficier de la production d'énergie renouvelable pour diversifier les revenus, apporter des solutions à nos adhérents, mais voilà, le choix en tout cas au niveau de nos administrateurs, c'est pour le moment de pas intervenir financièrement dans les projets
même si, voilà, je vous dis, c'est pas un dossier qui est écarté pour le moment. On va voir en fonction déjà de la bancabilité des projets, comment se passe le financement des premières unités qui vont rentrer en chantier, et puis en fonction, peut-être qu'on adaptera notre positionnement. Mais aujourd'hui, il est comme celui-là. Merci Hugo. Un autre niveau d'implication qui est possible de la part des coopératives, c'est l'expérimentation, l'obtention de références par rapport aux CIV notamment. Hugo, est-ce que vous pouvez nous dire que fait Oxiane sur ce sujet ? Oui, alors en effet, nous, on a aujourd'hui une typologie de méthaniseur qui est très axée sur la valorisation des cives. Donc en fait, c'est à la fois logique, puisqu'aujourd'hui, on a une coopérative polyvalente, comme je vous le disais, mais avec une grosse dominance d'activité céréalière. Et donc, on a plutôt des céréaliers dans les ressortissants de notre coopérative. Et donc, naturellement, les gisements qui aujourd'hui se manifestent dans les projets, c'est essentiellement des gisements à base de cives et de coproduits végétaux type menu paille, canne de maïs, etc. Et donc, on n'avait pas de données régionalisées, voire même à l'échelle du département. Aujourd'hui, on couvre l'ensemble des départements de la région Rhône-Alpes, l'ancienne région Rhône-Alpes, et donc on a une forte diversité pédoclimatique sur notre territoire. Et pour pouvoir accompagner au mieux nos agriculteurs sur justement le dimensionnement et leur capacité de production de matière, il nous paraissait indispensable de mettre en place en fait des réseaux d'expés pour pouvoir se donner une idée des capacités de production de biomasse sur la partie cive, et surtout pour pouvoir faire du conseil technique et économique sur les itinéraires techniques à mettre en place, le choix des matériaux, enfin du matériel de travail du sol, etc., pour les implantations, pour la récolte, et puis les différentes espèces et variétés qui sont les mieux adaptées à notre territoire. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 7 parcelles de 2 hectares mises en culture en cif d'été et en cif d'hiver tous les ans, et ce depuis 2 ans aujourd'hui. Voilà, donc pour nous, ça nous paraissait fondamental de pouvoir avoir du retour d'expérience sur cette thématique-là, parce que c'est des sujets qui sont aujourd'hui très impactants sur les exploitations en termes de temps de travail, en termes d'insertion dans les rotations de cultures pour minimiser l'impact sur les cultures principales qui l'entourent. Et puis après, ça débouche sur des sujets stratégiques, sur la ressource en eau, etc. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on souhaite être présent et apporter ce service à nos adhérents, puisque c'est complètement cohérent vis-à-vis des gisements qui vont valoriser demain. Et donc, est-ce que l'objectif derrière ça, c'est de créer du coup un maillage entre les producteurs et les unités, et peut-être même avec les adhérents coopérateurs qui ne font pas partie au départ des unités de méthanisation, en tout cas du groupe à l'origine du projet, mais qui pourraient demain peut-être apporter leur cive et valoriser aussi, eux, leur production et leur couvert, par exemple? Oui, tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, on a des projets qui ont émergé qui n'avaient pas forcément la taille critique, qui n'atteignent. Enfin, je vais vous prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, sur des modèles cives, des méthaniseurs qui arrivent à des débits d'injection de l'ordre de 70 normomètres cubes en autonomie pour passer avec des modèles cives où en fait on a un coût de la matière qui est important, on avait des niveaux de rentabilité qui étaient assez faibles, et on s'est dit que pour nous la méthanisation c'était une opportunité pour des adhérents qui souhaitaient investir dans les projets. Mais on sait très bien que c'est des projets qui sont lourds en termes d'investissement, en termes de développement, et que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde ou de la volonté de tout le monde de s'engager dans des projets de ce type-là. Par contre, on trouvait dommage de ne pas faire bénéficier à nos adhérents le fait qu'il y ait des méthaniseurs qui émergent sur notre territoire. Et donc, effectivement, on a réfléchi en fait à la mise en place d'une filière cive qui consiste en fait à collecter des cives et à les faire valoriser par les méthaniseurs qui sont présents sur le territoire. C'est du coup une solution qui va apporter là aussi de la diversification pour les exploitations qui sont voisines de ces méthaniseurs, et ça va aussi apporter des solutions de valorisation de couverts aujourd'hui qui sont obligatoires, notamment sur des zones vulnérables. Donc on trouvait qu'il y avait cette articulation, ce soutien entre agriculteurs qui était important, et c'était pour nous logique de faire bénéficier des retombées positives de la méthanisation dans les exploitations de nos adhérents. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette filière qui, en fait, consiste à sécuriser le gisement des méthaniseurs, voilà, pour qu'on puisse avoir un approvisionnement régulier dans le temps. Et puis,
aussi permettre d'avoir une retombée financière sur les exploitations voisines de ce méthaniseur. Merci Hugo. Monsieur Magnien, qu'est-ce que vous pensez de cette organisation vis-à-vis des CIF qui est proposée par Hugo Battel? Est-ce que là, finalement, c'est là aussi un des rôles des coopératives que de mutualiser et d'optimiser la gestion des ressources comme les CIV, mais peut-être aussi de la logistique? Tout à fait. La coopérative, par essence, est un acteur du territoire. Et dans la méthanisation, on recoupe absolument ces fonctions, qui est que le sourcing vient des terrains autour de la méthanisation, et on a besoin des terrains aussi pour l'épandage des digestats. Dire aussi que la mise en place d'un méthaniseur pousse un maximum de compétences. Et la coopérative acteur sur son territoire est le premier interlocuteur pour aider à la mise en place de ces conséquences. Et j'ai envie de dire qu'une méthanisation, sans faire un jeu de mots un peu lourdingue, c'est une grosse usine à gaz. Et ça, techniquement, c'est pas très compliqué. Je veux dire par là que il y a des compétences. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui dont c'est le métier. Ça, c'est réellement vrai. Par contre, le sourcing, c'est le maillon faible de l'unité de méthanisation. La pérennité du sourcing, c'est le maillon faible de la méthanisation. Donc c'est là où, pour les unités, nous parlons là aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure, des injections directes qui sont effectivement énormément mis sur le créneau des CIV, des cultures intermédiaires à valeur énergétique, et il est très important d'acquérir une nouvelle compétence. Elle est, comme l'a fait Oxiane, d'un point de vue technique, donc c'est les services techniques coopératifs qui se penchent. Pour moi, c'est un nouveau métier, c'était des nouvelles cultures sur les façons techniques, les matériels, et c'est là où les CUMA ont tout leur rôle là-dedans. Je pense que M. Doux y reviendra plus que moi. Et deuxièmement aussi, pour mettre en place un volume pérenne dans une unité de méthanisation, la coopérative est aussi l'acteur qui peut mettre en mutualisation, qui peut mettre ensemble les différents acteurs. Il y a quelques exemples, je peux vous citer quelques exemples qui est complètement complémentaire à ce que fait Oxiane. Dans le nord, en Hauts-de-France, il y a une coopérative qui s'appelle l'UCAC qui a identifié plusieurs points d'injection intéressants sur son territoire. Elle a initié en finançant un service d'études au sein de sa propre coopérative quelles pourraient être les opportunités de fixer à quelques endroits des unités de méthanisation. Elle a fédéré, je pense que ce mot-là est très important, elle a fédéré des initiatives d'agriculteurs pour leur dire, écoutez, là, de façon optimale, si vous vous situez là, c'est très bien pour les intrants et pour les épandages. Et aussi, elle permet aussi d'avoir une compétitivité logistique sur l'apport des matières, parce que effectivement, il y a le travail de l'optimisation du volume de cives cultivées, mais aussi le transport de la cive du champ à l'unité de méthanisation fait que le produit et le projet méthanisation sera compétitif ou ne le sera pas. C'est très important. Et là, la coopérative est un facteur d'aide. C'est un exemple, et je pense qu'on peut le porter dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Donc l'initiative d'Oxiane, qui recoupe énormément d'initiatives qui ont lieu en France, est tout à fait pertinente. Merci Monsieur Magnien. Alors on vient de parler de mutualisation, d'optimisation de la logistique dans les projets. Donc là, à ce titre-là, les CUMA coopératives d'utilisation de matériel agricole ont pleinement leur rôle à jouer. On l'a vu dans les vidéos qui ont été diffusées au début de ce webinaire. L'un des porteurs de projet témoignait de l'implication de la CUMA dans son projet. Max Doux, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la place que peuvent prendre les CUMA dans les projets? Alors la place des CUMA dans les projets, c'est d'abord un travail
ce que nous avons fait à Lot-et-Garonne, notamment d'information à côté de tous les autres et en complément des autres partenaires départementaux, que ce soit les partenaires politiques ou les organisations professionnelles agricoles et les techniciens qui peuvent intervenir par le biais d'associations ou ceux qui rachètent derrière le gaz et l'électricité, qui gèrent ces réseaux. On a pu faire de la communication autour de la méthanisation et de l'enjeu de la méthanisation. Et derrière, et en complément de cela, donc les groupes d'agriculteurs déjà existants et fonctionnant dans le cadre de CUMA local, se connaissant, ayant développé toute une confiance entre eux, ont pu se mettre autour d'une table et réfléchir à des projets collectifs locaux qui puissent se réaliser sur un territoire plutôt à une échelle petite à moyenne et qui permettent derrière de résoudre des problèmes au niveau des exploitations, notamment des élevages par rapport aux aspects traitement et de leurs effluents et qui peuvent donner confiance parce que pour la partie effectivement mécanisation, l'ACUMA est un support qui permet soit de mieux utiliser les matériels qui peuvent exister dans le cadre de l'ACUMA, soit faire les investissements nécessaires et mutualiser pour pouvoir répondre aux besoins de ces exploitations, que ce soit en aval, à partir du moment où les distances ne sont pas très très importantes entre le lieu de création, de construction des méthaniseurs et l'origine de la matière première, notamment au niveau des exploitations, et ensuite au niveau aval pour tout ce qui est épandage, soit du digestat liquide ou solide, selon les processus qui sont choisis. Et l'ACUMA, au départ, elle est souvent, y compris, le support pour obtenir ou bénéficier d'accompagnement financier pour pouvoir mener les études nécessaires en amont, que ce soit l'étude de faisabilité, voilà, toute la réflexion qu'il faut accompagner en amont. Ça évite à des agriculteurs parfois de créer d'autres structures pour organiser toute cette réflexion et la mise en œuvre du projet. Après, le rôle de l'ACUMA s'arrête au niveau administratif et au niveau technique à la mise en œuvre de la mécanisation, puisque on n'a pas le droit, dans nos statuts, nous sommes des coopératives de services, nous n'avons pas le droit de faire de commerce, donc l'ACUMA peut s'impliquer aux côtés des agriculteurs, et ça arrive parfois, pour aller abonder le capital d'une filiale qui peut être créée ou d'une structure dans laquelle l'ACUMA peut participer et devenir aussi associé et faire bénéficier d'une petite partie de ses fonds propres le groupe d'agriculteurs et les accompagner dans leur projet. Merci Max. Alors justement, je pense qu'on a un exemple concret sur notre territoire avec ce projet en Lot-et-Garonne, le projet de Lévinergie, qui a été mis en service cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça s'est déroulé sur ce projet? Qu'est-ce qui a été fait par l'ACUMA? Quel a été le rôle de l'ACUMA dans ce projet? Alors l'ACUMA a fédéré la dizaine d'exploitations qui a réfléchi à ce projet, qui est à sa base. Et en étant des partenaires, et notamment des collectivités locales, ça a permis aussi de mettre en relation les agriculteurs avec des partenaires locaux, puis au niveau des départementales ou au niveau régional, de manière à faire avancer le projet. Et l'ACUMA s'est impliquée dans la création de la société ANOC pour supporter le projet de pénalisation. Et d'ailleurs, cette ACUMA aujourd'hui assure, le biais d'une personne physique qui la représente, la présidence de la société qui a
constitué à plusieurs et qui effectivement a démarré. Merci Max. Alors, Monsieur Magnin, là, on a vu jusque-là plusieurs exemples d'implications qui ont été donnés. On a vu dans les vidéos au départ l'apport de matière, qui est un peu le niveau de base, on va dire, des coopératives, mais qui est déjà beaucoup, puisque ça peut permettre à des projets de sortir, des projets qui manqueraient de matière et de potentiel méthanogène. On a vu l'accompagnement au travers de l'exemple d'Hugo Battel, la prise de capital, que ce soit via l'ACUMA ou via la coopérative elle-même avec l'exemple de Jacques Marotex avec Metinov, et puis l'implication des CUMA sur la logistique et l'expérimentation. Alors là, on a vu des exemples assez précis, des retours concrets de quelques personnes au final. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont des exemples anecdotiques ou est-ce que c'est globalement des choses qu'on le retrouve sur le territoire français? Alors, ce que je peux vous dire pour répondre à votre question, c'est que cette démarche n'est absolument pas une petite anecdote d'un moment. C'est un mouvement de fond très important de l'économie agricole. Les coopératives étant des acteurs importants de l'économie agricole, fait que absolument ce sujet est pris en compte. Ça part par différents niveaux. Au niveau national, il a été décrit tout à l'heure par Hugo la convention ADEME COP de France à l'époque, qui a démarré de 2016-2018, a été portée par des fédérations régionales, Rhône-Alpes au départ, Hauts-de-France ensuite et maintenant au niveau national. C'est-à-dire que la coopération s'est organisée pour porter la capacité de l'ADEME de nous aider lors de ces premières rencontres. Je vous parle de ça en 2016, 2017 et dès 2018. On a pu constater aussi sur notre réseau coopératif, immédiatement grâce à cette convention, que déjà plusieurs coopératives étaient tout à fait éligibles à ces subventions, ADEME, notamment la première, Hugo vous l'a décrit, Oxiane, et d'autres projets qui étaient à l'époque, le Terrena à l'ouest et Vivesia, qui portaient des projets aussi dans la région Grand Est. Tout ça pour vous dire aussi que beaucoup d'initiatives sont prises dans les coopératives à tout niveau. Elles sont prises sur l'organisation de sociétés communes d'études au service des associés coopérateurs, des services d'études aussi sur le portage. Il y a le portage financier, c'est-à-dire cette notion de rendre possible l'impossible. Il y a des notions de caution, il y a des notions de soutien auprès des démarches bancaires. Donc on peut souligner des initiatives de la part de coopératives du Nord qui ont créé même des co-entreprises. Ceresia Crissa Union a créé une co-entreprise qu'on appelle Métalliance, qui elle-même est en partenaire avec Air Liquide, je crois. Donc, vous voyez, c'était des espèces de sociétés qui permettent de faire émerger les projets en optimisant sur le territoire, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Triscalia, là, on est en Bretagne, il y a énormément de projets. UNEA, je pense qu'on va voir une vidéo après. Aussi dans les domaines viticoles, valorisation de sous-produits viticoles. Donc, c'est-à-dire que tout ça, sans faire une description absolument générale, pour répondre à votre question, c'est absolument pas une anecdote, c'est un mouvement de fond structurel et important. Important pour l'économie agricole. Aujourd'hui, ce qui permet la résilience de certaines exploitations agricoles, c'est parce que il y a une unité de méthanisation commune ou directe. L'analyse, la gestion des effluents d'élevage, c'est rendre acceptable par la société ce qui n'est plus acceptable aujourd'hui d'un point de vue odeur, d'un point de vue ce qui a été décrit tout à l'heure. Donc c'est absolument structurant et dans toutes les régions au niveau France, on pourra revenir sur des chiffres nationaux si vous le souhaitez après. Mais donc voilà. Donc l'agriculture et la coopération s'est emparée du dossier parce qu'il y a une forte demande. Et surtout, il y a une création d'opportunités, comme je l'ai décrit en introduction, sur la stabilité et la résilience des revenus d'exploitation agricole.
Merci Bertrand. Donc, en effet, sur cette partie concernant l'élevage et la gestion des effluents et des odeurs, je relais la parole de Jacques Marotex qui vous aurait très certainement témoigné du fait que le projet Métinov a été inspiré par les agriculteurs éleveurs du territoire pour justement répondre à cette problématique de gestion des effluents et d'odeurs dans le territoire. Mélisa, je pense qu'on va diffuser une vidéo. Oui, une vidéo qui a été réalisée par la coopération agricole sur un exemple d'une coopérative qui s'est impliquée dans un projet de méthanisation. Donc, je vous laisse voir cette courte vidéo, du coup. Je suis agriculteur, éleveur laitier avec mon épouse. Et nous avons un salarié à mi-temps sur l'exploitation. Donc nous produisons du lait pour la coopérative La Prospérité Fermière, pas loin d'ici. Nous cultivons 140 hectares de culture, 20 hectares de prairies. Et nous avons installé très récemment la microméthanisation avec notre coopérative Uniel. Avant d'être agriculteur, c'était produire du lait, c'était produire du grain, c'était produire d'autres cultures pour les industriels. Maintenant, nous savons faire de l'électricité tout en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre. La microméthanisation, c'est simple. On récupère le lisier frais des vaches qui produit du biogaz et qui fait tourner une génératrice pour produire l'électricité. La méthanisation vis-à-vis de nos voisins nous a apporté entre guillemets un réconfort. On a beaucoup moins de dégagement d'odeur lié à l'élevage. La coopérative Unéal, maison mère du groupe Advitam, a identifié une solution de microméthanisation qui permet aux éleveurs de produire de l'énergie de manière autonome sur leur exploitation. Donc aujourd'hui, il y a 13 installations de microméthanisation qui fonctionnent. Il y en aura une vingtaine d'ici fin 2021. Les 13 installations qui fonctionnent aujourd'hui, ça représente 3,8 millions de kilowattheures électriques qui correspondent aux besoins de à peu près 1000 foyers. Et ça correspond à la réduction de l'émission de CO2 d'environ 2200 tonnes. Alors la méthanisation aujourd'hui, elle est pour moi indispensable. Il faut très bien comprendre que l'effet de serre, ça a une très grande importance. Moi, je suis pour ce développement qui est une énergie renouvelable, parce que c'est un plus au cultivateur et ce sera aussi un plus à la population. Grâce à ma coopérative, j'ai pu concrétiser mon projet de méthanisation. Avec la méthanisation, la coopérative propose à ses adhérents une solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Les cultivateurs doivent être aidés pour développer les énergies renouvelables. Merci à la coopération agricole d'avoir accepté de partager cette très belle vidéo qu'ils ont réalisée avec l'exemple de la coopérative Unéal. Bertrand Magnin, est-ce que vous voulez réagir sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle nous montre au final et qu'est-ce qu'elle nous apprend en plus sur le rôle des coopératives et peut-être aussi sur la typologie de projet? Eh bien, cette vidéo a le mérite de montrer déjà la complémentarité des activités d'une exploitation agricole, mais surtout, elle met le doigt aussi sur, on parle de méthanisation, on parle de grosses unités d'injection. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 projets qui sont arrivés à maturité en France. 66% de ces projets, c'est la cogénération. Et aussi beaucoup d'unités de comme ça a été montré, de micro-méthanisation. Donc, c'est la réalité de ce qui se passe sur le territoire. C'est juste pour préciser qu'il ne faut pas du tout réduire la méthanisation aux grosses unités d'injection. Elles sont en croissance colossale. Nous sommes aujourd'hui, il y a en opérationnel presque 200 installations qui fonctionnent en biométhane en injection. Il n'y en avait quasiment pas il y a 5 ans, donc c'est une révolution importante. Mais à côté de ça, se développent, comme ça a été montré dans cette vidéo, beaucoup de projets qui, à l'échelle de l'exploitation agricole, peuvent trouver aussi un intérêt. Et il y a même des unités, je pense que dans le sud-ouest, il y en a énormément, ces initiatives je sais, à Maïs Adour et compagnie, où ils développent beaucoup de choses, où l'intérêt principal, c'est de créer
une micro-méthanisation pour gérer ce que nous avons dit tout à l'heure, les effluents d'élevage, et étant le premier sujet de la mise en place de cette micro-méthanisation. Alors, je pense que c'était l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il y a différents projets et qu'il y a différents rôles des coopératives pour ce type de projet. Là, vous voyez, par exemple, l'exploitation dont on nous parle, il y a la coopérative auquel il appartient pour son lait qui s'appelle la Prospérité Fermière, et la coopérative de collecte de céréales qui s'appelle Unéal, et l'exploitant au milieu, eh ben, il y a une fédération entre ces deux productions pour créer un troisième métier qui fait que nous sommes, par exemple, en Hauts-de-France, je connais bien cette unité, elle est dans un milieu périurbain très important, on n'est pas très loin de Lille ou d'Arras. Si vous voulez, l'acceptabilité des effluents d'élevage, ben, ça passe par la méthanisation, mais il y a eu un travail en amont colossal de la part de la coopérative, de la part de ce planteur, de la part de cet agriculteur, pour expliquer à son environnement, parce que la méthanisation, l'acceptabilité de la méthanisation, elle est de plus en plus difficile. Je pense que c'est un travail très important à faire, en montrant que c'est pas que des grosses unités, des usines à gaz colossales, et que c'est pour résoudre le problème d'odeur locale et surtout de trafic sur les routes avec l'épandage de lisier qui devient inacceptable dans certains territoires. Merci Monsieur Magnin. Alors là, on a vu en première partie de ce webinaire les niveaux d'implication, les différents rôles que peuvent prendre les coopératives. Maintenant, je voudrais vous demander à tous les trois les enjeux pour la coopérative. Pourquoi vous vous êtes lancé dans tout ça? Quel est l'intérêt? Alors, vous l'avez un petit peu dit, hein, un objectif de diversification, par exemple, dont a parlé Hugo Battel. Mais au-delà de cet objectif de diversification, est-ce que cette démarche de méthanisation s'intègre dans un objectif plus global de démarche sur l'agriculture, de démarche de qualité, de démarche de circuit court et d'image aussi? Hugo Battel, est-ce que vous voulez prendre la parole sur ce sujet? Oui, alors je pense que déjà, il faut redire, c'est une coopérative, elle est dirigée par ses administrateurs, et aujourd'hui, nous, la mise en place de cet accompagnement, c'est qu'aujourd'hui, c'était un besoin identifié de la part de nos adhérents. Donc, c'est déjà tout simplement, dans un premier lieu, répondre à la demande de nos adhérents. Donc, stratégiquement, c'est un moyen, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir un atout concurrentiel par rapport à d'autres organismes. C'est aussi, pour nous, une logique, c'est-à-dire qu'on est à la recherche sans cesse de solutions aujourd'hui pour créer du revenu, pour apporter des solutions à nos agriculteurs. Il y a tout un tas de facteurs aujourd'hui qui sont fortement impactants, des facteurs politiques, des facteurs réglementaires, qui impactent nos exploitations agricoles. Je parle de là des zones vulnérables, je parle aussi des zones de non-traitement, de la volonté de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Il y a tous ces enjeux, il y a la gestion des effluents d'élevage, hein, comme on l'a très bien dit précédemment. Je pense que tous ces enjeux-là, aujourd'hui, il faut y apporter des solutions, et ça tombe bien puisque la méthanisation répond à ces problématiques-là. Et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt toutes des tendances qui vont vers la contrainte et qui rendent plus difficile le métier de l'agriculteur. Et aujourd'hui, il faut essayer de trouver ces solutions qui permettent de maintenir nos exploitants, qui permettent d'apporter des solutions de valorisation, des solutions techniques qui permettent de répondre aux enjeux de demain de l'agriculture. Et aujourd'hui, ces énergies renouvelables, la méthanisation, sont des thématiques qui nous permettent de répondre à l'ensemble de ces enjeux-là. Après, plus largement, pour la coopérative, aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de maîtriser justement les typologies de méthaniseurs qui se développent sur son territoire. Nous concernant, il y a une coopérative qui vont aujourd'hui réorienter notre stratégie vers des filières qualité, de la valorisation en circuit court, développement de l'agriculture biologique. Et en fait, toutes ces thématiques-là, aujourd'hui, nous imposent tout un tas de cahiers des charges qui ont chacun leur particularité. Et on se rend compte que parfois, la méthanisation, en fonction des typologies d'intrants, notamment qui sont valorisées, n'est pas forcément compatible avec l'ensemble de ces filières. Et donc, pour nous, c'était primordial d'être bienveillant pour faire en sorte que, d'un côté, toute l'énergie qui est mise en place par mes collaborateurs pour créer justement ces filières, aller proposer ces filières aux agriculteurs, tous ces efforts qui sont faits d'un côté ne soient pas mis en péril par la mise en place de la méthanisation. Donc, on essaie d'avoir une démarche concertée pour essayer de faire en sorte
que les solutions qu'on propose à nos adhérents soient complémentaires et pas opposées. Donc voilà, pour nous, c'était primordial de pouvoir aussi avoir un œil à la fois sur quel type d'intrant et quelle typologie de projet se développe chez nos adhérents, et puis aussi avoir cette visibilité à l'échelle de notre territoire, des projets territoriaux qui peuvent se développer. Aujourd'hui, on a des industriels en fait qui viennent proposer des unités de méthanisation et qui vont intégrer tout un tas d'intrants qui aujourd'hui ne sont pas compatibles avec nos filières. Et cependant, ils viennent chercher les adhérents de la coopérative pour assumer le plan d'épandage derrière. Et on se doit justement d'être dans l'information et l'anticipation vis-à-vis des risques que cela peut générer demain sur leur éligibilité à mettre en place des filières qualité et aller chercher du coup une meilleure rémunération sur ces céréales-là. Voilà. Merci Hugo. On reviendra sur cette thématique des filières qualité et de l'enjeu que ça représente. Monsieur Magnin, est-ce que vous voulez compléter cette réponse d'Hugo Battel sur voilà, l'intérêt des coopératives et la démarche globale dans laquelle doit s'inscrire la méthanisation? Oui, moi je voudrais compléter sur ce que vient de dire Hugo sur 3 facteurs importants de la méthanisation et des conséquences de son existence. Tout d'abord, la méthanisation a un rôle dans les enjeux liés au carbone. Vous savez que l'enjeu de la décarbonation et de l'impact carbone à l'échelle 2050 en baisse très importante est inscrit dans la COP21, est inscrit dans absolument les objectifs gouvernementaux d'hier, d'aujourd'hui et j'en suis sûr de demain. Donc on peut faire des constats, mais c'est une réalité. La méthanisation permet à une certaine façon cela. Pourquoi? Elle permet déjà sur les quotas CO2, je veux dire lorsqu'il n'y a pas d'épandage et lorsqu'il y a une baisse d'achat d'intrants minéral pour les engrais à la place, vous pouvez valoriser au mieux vos intrants issus de l'élevage. C'est une valorisation importante et en plus dans son acceptabilité vis-à-vis de l'odeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi la valorisation des coproduits. On a beaucoup d'unités de coproduits. Quand vous regardez un peu dans toutes les vidéos qu'on nous a présentées, ah bah super, je mets des issues de céréales, tout ça. Je vous assure que ma coopérative, il y a 5 ans, on ne savait pas comment faire. On envoyait ça aux grands spécialistes. Moi qui suis dans le Nord, je vais vous dire que les Hollandais et les Belges, ils ont raflé tous les coproduits issus de l'agriculture pour les revendre à des agriculteurs en engrais transformés. Ça, pour moi, c'est une époque révolue. Il va y avoir une mise en place au fur et à mesure de la valorisation de ces coproduits pour une utilisation beaucoup plus locale. Donc, on est sur l'enjeu d'impact carbone aussi sur les transports, l'enjeu sur l'épandage de nos territoires. Et je pense que c'est une reprise en main aussi de nos propres développements, chers à notre président dans le contexte post-Covid, de remettre sur nos territoires des unités qui sont à l'extérieur aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu très important. Et le troisième, que j'ai déjà cité et que je voudrais à la limite mettre en place, et avec un point de vigilance, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, Guylaine, par rapport à votre plan, c'est l'image positive pour l'agriculture. Il y a très très longtemps, qu'il n'y avait pas un sujet où l'agriculture est une solution et pas un problème. C'est-à-dire que vous n'ouvrez pas un journal tous les jours sans qu'on vous explique que vous êtes un ignoble bonhomme pollueur et insupportable pour la société. Et quand aujourd'hui l'acceptabilité de produire du biogaz d'origine naturelle, qui peut faire rouler des véhicules, qui peut alimenter des villes proches ou des petits bourgs proches des exploitations agricoles, ben, il y a un autre regard sur l'agriculture. Je dis pas qu'il n'y a pas d'opposition, demandez aux gens qui sont à la tête de projets aujourd'hui, il y a des assos, ça devient presque aussi compliqué de monter une méta que monter un élevage de porc ou de volaille, mais il n'empêche que aujourd'hui, c'est une solution pour les agriculteurs avant tout, à leur demande, comme l'a dit Hugo, les adhérents n'arrêtent pas d'interpeller là-dessus, et puis aussi
aussi par rapport à l'engagement de l'entourage proche de l'exploitation agricole. Je veux dire, dans les villages, une méthanisation petite ou même l'injection, ben, ça interpelle. Il y a l'agriculture est producteur d'énergie. L'agriculture, voilà, c'est un nouveau monde qui permet aussi de porter l'image positive de l'agriculture. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent. Dans les pouvoirs publics, on nous fait souvent des grandes réunions, on nous explique comment on pourrait faire pour rendre l'agriculture plus durable. Bon, déjà, l'agriculture, je dis que l'agriculture sera durable s'il y a encore des paysans demain, parce qu'à force de leur taper sur les pattes, il n'y en a plus de paysans, ils n'en peuvent plus. Donc, elle durera que s'il y a des agriculteurs. Et je pense que c'est un phénomène de contribution importante à la durabilité de l'agriculture. Qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà. Ce que je pouvais dire en complément de ce qui avait été apporté. Merci Monsieur Magnin. Max, côté CUMA, quel est l'enjeu pour les CUMA de participer à ces projets de méthanisation? On a vu dans les vidéos ce témoignage qui disait que, au final, le projet de méthanisation pouvait pérenniser la CUMA, voire peut-être en créer une nouvelle. Je sais que dans le projet de Lévinergie, il y a une nouvelle CUMA qui a été créée. Donc, est-ce que c'est un enjeu de développement, au final, des CUMA et de pérennisation de ces CUMA qui sont déjà en place? C'est un enjeu de développement déjà et de sauvegarde des exploitations, et notamment lié à l'élevage. Et ça permet pour ces exploitations à les aider aussi en lien avec la réflexion de groupe au sein d'une CUMA, à améliorer leur pratique agricole et à faire de l'agriculture plus propre. Et aussi, même si c'est un handicap souvent lourd au départ, c'est d'améliorer au final la communication avec tous les résidents sur le territoire, dans le milieu rural, et aussi les collectivités locales. Et les agriculteurs qui s'impliquent dans la méthanisation en collectif disent aussi que c'est un enjeu pour maintenir les bénéfices de la méthanisation, alors, en termes de revenus, mais aussi en termes de pratiques agricoles, de solutions de divers problèmes, de maintenir ces bénéfices sur ce territoire. Et bien entendu, les CUMA derrière, qui sont comme toutes les coopératives, quelle que soit leur taille, qui sont créées et administrées par les agriculteurs, et notamment quand l'on crée une CUMA spécifique par rapport à un méthaniseur, mais qui sont gérés par ces acteurs de la méthanisation, et ces CUMA ne peuvent que maintenir leur activité ou se développer, parce que dans le cadre de la réorganisation de l'agriculture, des difficultés économiques que certaines filières, de trop nombreuses filières aujourd'hui traversent, et comme ça a été dit, c'est quand même une image positive une fois que tout est bien fait et que tout est bien en production. C'est le développement d'une image positive de l'agriculture, et avec des produits plus, et qui permettent à ces exploitations de rester bien en place et de pouvoir envisager l'avenir avec notamment de la transmission ou des repreneurs. Merci Max. Alors peut-être qu'on peut aussi préciser par rapport à ces CUMA, je ne sais pas si tous ceux qui nous regardent aujourd'hui connaissent bien ce que c'est qu'une CUMA et comment ça se passe, mais est-ce que tu peux nous préciser au sein d'une même CUMA, s'il y a des adhérents d'un projet de méta, tout le monde n'est pas forcément adhérent du projet de méta, mais pour autant tout le monde peut bénéficier du coup du matériel qui est mutualisé au départ par la CUMA, par la méthanisation? Alors le matériel qui peut être acheté par la CUMA spécifiquement pour la méthanisation permet à la CUMA de créer un secteur ou une activité propre à la méthanisation, avec des engagements d'utilisation qui sont pris par les agriculteurs concernés, qui sont à l'initiative de l'investissement. On peut très bien mettre dans le règlement intérieur de la CUMA que ces matériels sont utilisés prioritairement pour les besoins du méthaniseur, et en termes dans la gestion du planning, pendant les périodes, mais souvent elles ne sont pas si importantes que ça
dans les périodes où ce n'est pas utilisé pour les besoins du méthaniseur, ça peut être utilisé pour d'autres besoins sur les exploitations des adhérents de la CUMA, quels qu'ils soient. Les CUMA, c'est une formule très souple et qui permettent de répondre aux besoins souvent différents des différentes exploitations qui la composent. Merci Max. Donc on a bien un projet de méthanisation peut bien du coup bénéficier au travers du matériel et de la CUMA à plus que les membres stricts du projet. Merci Max pour ça. Et pour conclure sur cette partie des enjeux et des intérêts, alors je vais vous poser la question à vous. J'espérais que Jacques Marotex pourrait donner son point de vue en tant qu'agriculteur, mais Monsieur Magnien, vous êtes aussi agriculteur. D'un point de vue d'agriculteur, porteur de projet de méthanisation, quel est son intérêt à lui d'avoir la coopérative à ses côtés? On a eu pendant les interviews vidéo quelqu'un qui disait que ça avait été un soutien par rapport aux banques notamment. Est-ce que voilà, quel est l'intérêt du point de vue de l'agriculteur? Moi, je pense que d'un point de vue d'agriculteur, une méthanisation, c'est un sujet très complexe. Celui qui aborde le sujet directement de la méthanisation, c'est très complexe. C'est là où son interlocuteur privilégié, j'allais dire, de l'agriculteur, c'est sa coopérative. Il y a plus de 3 agriculteurs sur 4 qui sont membres d'une coopérative en France. Déjà, les coopératives qui sont capables de soutenir l'agriculteur d'un point de vue complément de compétences, je pense que ça permet de mettre en place et aider l'agriculteur sur sa réflexion. C'est-à-dire, j'ai du sourcing qui peut être des cultures intermédiaires à valeur énergétique. Comment on fait pour optimiser la culture intermédiaire à valeur énergétique sur mon exploitation agricole? Le service technique de votre coopérative, comme l'a fait Opsiane ou d'autres, vous aide là-dessus. Et même à la limite, vous pouvez participer à une plateforme qui peut vous permettre de compléter le sourcing de votre méthaniseur ou de participer à la complémentarité du sourcing d'un autre méthaniseur. Donc ça, c'est déjà important. Mais je pense aussi un projet, comme a été décrit dans les premières vidéos, demande beaucoup de formation. Moi, je sais très bien que lorsque nous avons créé au niveau de la structuration et coopération agricole le groupe de travail méthanisation, au-delà de la convention avec l'ADEME, on a créé aussi des journées de formation et des journées à des membres de coopératives qui eux-mêmes ont donné un coup de main et partagé les compétences aux agriculteurs qui étaient en demande de création d'un projet. Donc, je pense que c'est ce que voulait essayer de dire Jacques s'il avait été là, c'est-à-dire et je confirme la complémentarité de l'exploitant et du gestionnaire vis-à-vis de ça. Pareil, beaucoup de banques ont développé elles-mêmes des unités de financement de méthanisation. En Hauts-de-France, par exemple, vous avez 54 projets, c'est quand même colossal, qui sont déjà en place. Et en projet, on frisote les plus de 100 projets sur des unités, comme a décrit Hugo, de l'ordre de 4,5 millions à 5 millions d'euros. Donc, les banques du territoire, elles aussi, ont développé une compétence. Et lorsqu'en face d'elles, elle a un groupe d'agriculteurs plus une coopérative, c'est structurant et ça rend la chose, moi je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impossible possible. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui fait que vraiment la méthanisation est un facteur d'optimisation du territoire et c'est là où les coopératives remplissent toujours leur rôle et surtout les agriculteurs trouvent aussi un développement. Il y a des projets, il y en a énormément, qui développent ça en coopérative. Je ne dis pas que coopérative c'est le seul truc, mais fédérer plein de petits 14 ou 15 producteurs pour créer une méthanisation, je pense que les coopératives ont vraiment un intérêt à le faire et elles le font. Merci Monsieur Magnien. Hugo, est-ce que vous avez un retour de vos adhérents sur cette offre d'accompagnement que vous proposez? Est-ce que vous avez un retour sur leur satisfaction? Est-ce que ça leur apporte? C'est un peu difficile.
Pour moi, le retour est positif. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on avait plutôt 4 exploitants agricoles suite à l'accompagnement initial qui s'étaient engagés. Il y en a 4 nouveaux qui sont venus derrière. Donc, je suppose que l'accompagnement a plutôt fait ses preuves. Aujourd'hui, ce qui plaît aux agriculteurs, et ça c'est indéniable, c'est justement ce lien entre l'agronomie et la méthanisation. Cette vision globale du projet qu'on peut apporter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux d'études compétents en méthanisation, mais c'est plutôt typé process. Et justement, ce complément de compétences avec. Moi, je suis ingénieur agronome de formation. Je suis pas du tout sur la partie process. Et je pense que cette complémentarité entre des bureaux d'études méta, des bureaux d'études plus typé agronomie, ça permet d'avoir du coup des projets peut-être mieux bâtis, mieux réfléchis et qui arrivent avec plus de pertinence aux yeux des financeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de dossiers qui sont montés par des bureaux d'études où la donnée agronomique, on prend un peu des rendements sortis du chapeau, où on prend pas forcément en compte les contraintes pédoclimatiques de l'exploitation. Et il y a malheureusement des contre-références aujourd'hui où il y a des unités qui courent après la matière parce que ils avaient pensé pouvoir produire plus en autonomie et c'est pas le cas. Donc je dirais que la satisfaction elle est surtout sur ce point-là, c'est d'avoir une coopérative qui est aussi là pour être bienveillante sur l'intégration de la méthanisation sur l'exploitation agricole, pour pas déstabiliser, pour pas que l'exploitation agricole soit au service de la méta, quoi. Je dirais que ça c'est le premier point. Et puis après, le deuxième point, c'est que on a la chance, nous en région, d'être bien intégrés dans les réseaux institutionnels qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une bonne connaissance des interlocuteurs de terrain, les DDT, les DREAL, l'ADEME, la région, ce qui permet aujourd'hui de faciliter les échanges et de porter à connaissance plus facilement les projets qu'on accompagne. Et en général, c'est plutôt apprécié de la part des institutionnels de pouvoir anticiper, commencer à discuter assez tôt dans le développement de projets avec les porteurs de projets. Voilà. Et puis on a une bonne articulation avec les gaziers aussi en local, donc ce qui nous permet d'avoir une belle synergie. On a une région qui est très dynamique sur la thématique. On est parti un peu en retard, mais aujourd'hui on a un écosystème méta qui est favorable. Donc je pense que l'accompagnement aujourd'hui, pour pas déraper par rapport à la question initiale, globalement répond à la demande des adhérents. Merci Hugo. On va pouvoir passer à la question des points de vigilance, parce qu'on a parlé des intérêts, des enjeux, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut rester vigilant lorsqu'on développe la méthanisation au sein des coopératives. Hugo Battel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Et surtout, notamment, je pense, au niveau du lien avec les filières qualité. Vous avez dit quelques mots tout à l'heure sur ce sujet-là. Pour maintenir la compatibilité entre ces filières qualité, ces démarches que les coopératives développent pour leurs adhérents, pour valoriser au mieux leurs produits, et la méthanisation. Oui, effectivement. Alors, point de vigilance, ça c'est propre à chaque territoire et à la stratégie de chacune des coopératives. Moi, je vais faire le cadre de la nôtre, où effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment des objectifs très précis concernant l'augmentation de la part des tonnages que l'on collecte sous filière qualité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut pas réfléchir cette contrainte de la filière qualité à l'échelle de l'année. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire cette année, je vais faire un blé CRC et donc cette année, je fais l'impasse du retour au sol du digesta, j'y reviendrai l'année prochaine. En fait, aujourd'hui, les filières qualité demandent des cahiers d'épandage avec de la traçabilité et en fait, on a des durées d'innocuité des parcelles, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de produits contre-indiqués dans les cahiers des charges qui apparaissent dans les cahiers d'épandage sur des durées assez longues, on parle de 10 années. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est souvent mal anticipé, c'est le fait que les cultures, elles tournent à l'échelle d'une exploitation et que c'est pas parce qu'une parcelle lambda n'a pas de culture une année sous filière qu'elle l'aura pas dans les 10 ans qui viennent. Et en fait, c'est un peu cette vision-là globale d'exploitation qu'il faut avoir en tête et être vigilant parce qu'en fait, on peut s'en mordre les doigts un peu plus tard parce que on n'avait pas anticipé, on a accepté du digesta, on n'avait pas anticipé le fait que demain on serait engagé sous des filières qualité qui ont des cahiers des charges un peu précis. Et voilà, donc il faut absolument limiter ça. Donc on est là pour être bienveillant vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, c'est le premier point de vigilance, mais qui correspond entre guillemets à la particularité de nos activités à nous. Après, dans les points de vigilance, c'est ce que j'ai dit juste avant aussi. Pour moi, il faut être vraiment vigilant concernant l'autonomie énergétique que l'on a sur sa ration.
d'accord, pas être dépendant de l'extérieur et de la volatilité des prix qu'il peut y avoir à l'extérieur. On est bien évidemment en fonctionnement ouvert aux opportunités, c'est-à-dire que voilà, il y a du blé carrier qui ne peut pas être collecté, bien évidemment qu'on l'amènera dans une solution de traitement local qui permettra de produire de l'énergie. Enfin, ces choses-là se mettront en place, mais c'est pas des choses qu'on peut anticiper. Donc, tout ce qu'on peut, des choses sur lesquelles on peut tabler, il faut absolument qu'elles soient sécurisées pour pouvoir avoir de la visibilité. Ça, c'est vraiment un enjeu fort. Et puis après, je dirais que les points de vigilance, c'est concernant le contexte qui nous entoure. C'est aujourd'hui, il y a un nouveau décret sur les tarifs d'achat. C'est de s'assurer que la filière évolue dans le bon sens pour garantir des projets qui soient toujours rentables pour les agriculteurs. Et moi, le conseil que je pourrais donner aux agriculteurs, c'est même si aujourd'hui il n'y a pas d'accompagnement au sein de la coopérative, c'est toujours de se faire accompagner de sa coop par rapport à l'intégration dans le territoire, l'intégration dans la stratégie de la coopérative. Et puis au-delà de ça, c'est aussi se faire accompagner par des bureaux d'études indépendants. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de projets où des constructeurs, alors, je sais qu'il y en a dans l'auditoire, je vais peut-être pas faire des heureux, mais c'est de mon rôle de le dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de constructeurs qui viennent chercher des agriculteurs en direct et qui, en fait, dimensionnent des projets qui sont dimensionnés par le constructeur et pas par l'exploitation agricole. Et ça, aujourd'hui, nous, on rattrape des projets qui ont été apportés par le mauvais bout et qui ont mené à des projets surdimensionnés où on va demain rencontrer ces problématiques de matière. Donc voilà, c'est dans l'intérêt de tout le monde, faire des projets gagnant-gagnant. Vaut mieux que les projets soient bien réfléchis, bien construits, tout le monde sera heureux, ça fera des belles références et vous pourrez continuer à vendre demain. Et ça mettra des exploitations pas en danger, parce qu'aujourd'hui, on veut que ça soit une diversification, un élément qui stabilise les exploitations, mais en aucun cas un élément qui fragilise les exploitations. Donc il faut à tout prix que ces projets soient bien montés. Merci. Voilà pour qui vient. Merci Hugo. Bertrand, est-ce que vous voulez compléter cette question des points de vigilance? Tout à fait. Moi, je voudrais compléter déjà sur ce que dit Hugo. Encore une fois, l'usine de méthanisation, c'est des tuyaux à gaz. Ça, c'est très, très facile à faire. Et effectivement, l'offre est pléthorique et l'offre est de plus en plus compétitive parce que il y a beaucoup de personnes sur le territoire. Par contre, nous rencontrons, et moi je participe au nom de la coopération agricole au CTI, c'est-à-dire au comité technique interfilière de France Agrimaire sur la bioéconomie, et dans lequel il y a le sujet de la méthanisation. Le premier sujet, c'est celui-là, c'est l'impact sur les surfaces apportées à la méthanisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui nous ne sommes pas vigilants par rapport à l'appro des méthaniseurs, on est en train de mettre par terre directement des économies agricoles. Je vais être concret. Une entreprise agricole, agriculteur fait, j'en sais rien, un EBE, excédent brut d'exploitation, de 400 € de l'hectare. C'est une autre époque, mais admettons, gardons l'hypothèse. Elle envisage, avec une méthanisation, de rajouter 300 € de l'hectare grâce aux produits sortis à méthanisation. Et la méthanisation, les résultats des cultures intermédiaires de valeur énergétique ou l'achat d'autres matières à l'extérieur fait que le ratio de rentabilité de la méthanisation est baissé. Bon, on n'est plus à 300, on est à 250, et la ferme agricole qui était à 400 n'est plus qu'à 300 parce que on a consommé des biens qui sont plus mis à la vente, etc., etc., pour les vendre moins cher méthanisation, parce que avant tout, il faut nourrir le business, parce qu'on a des intérêts à rembourser, si bien que globalement, l'agriculture, la ferme passe de 400 € à 500 €, tout ça pour ça. Je suis très très inquiet. Deuxièmement, lorsque le sourcing n'est pas sûr et certain, il y a aussi technique, je vais vous dire, dans le Nord, les gens qui font une culture dérobée, ils avaient imaginé tant de matière, 50 tonnes ou je sais pas quoi de matière sèche à l'hectare, et en fin de compte, cette année, on vient de vivre une sécheresse colossale, c'est même pas la moitié. Ça veut dire que non seulement ils n'ont pas la matière pour faire tourner le méthaniseur, ils sont obligés de racheter à l'extérieur. Donc le compte, il va être vraiment perturbé. Est-ce que ça, c'est anticipé, choses comme ça? Et aussi, en tant que coopérative, moi, je peux vous dire que c'est un point de vigilance. C'est pas compliqué.
quand vous avez beaucoup de silos, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou dans d'autres régions, on a construit des silos pour collecter. Toutes ces matières qui n'arrivent pas dans le silo, la rentabilité elle-même du business de collecteur, il est impacté et identique quand on parle de maïs avec la notion des séchoirs. Donc il va falloir calibrer les outils parce que la méthanisation prenant un développement, il y a aussi un impact indirect. Je veux aussi porter un point de vigilance sur la compétition entre les coproduits à destination de l'alimentation animale. Dans nos régions du Nord, nous sommes producteurs de betteraves. Les producteurs de betteraves produisent un coproduit qui est la pulpe surpressée dans nos territoires, avant qu'on la déshydrate pour l'emmener plus loin. Mais la pulpe surpressée, dans tous les méthaniseurs du nord de la France, elle est intégrée entre 25 et 40% de la ration. C'est des volumes énormes par rapport aux projets qui semblent venir. Aujourd'hui, on a les éleveurs du territoire qui disent et nous, on aura la pulpe demain si vous vendez tout aux méthaniseurs. Et de toute façon, et même si on va l'avoir, comme il va y avoir compétition sur la demande, le prix va augmenter. Je vais pas dire le contraire, c'est vrai. Donc il y a une vigilance à porter là-dessus. Le troisième point aussi, c'est sur l'économie générale du projet, dans l'économie circulaire. Attention aux impacts. Je sais que France Agrimer a fait faire une étude par l'INRA pour regarder l'impact réel de l'utilisation de la matière première compétition feed food. Ça commence à venir. Je peux vous parler de l'expérience que nous avons eue dans les biocarburants dans les années 92. C'était une idée formidable et 8 ans après, on nous a expliqué qu'à chaque fois qu'on mettait un hectare de blé ou quoi que ce soit en biocarburant, c'était un arbre de la forêt amazonienne qu'on arrachait. Je voudrais pas que la méthanisation soit la cause de la déforestation dans l'opinion publique dans un an ou deux. C'est juste des points de vigilance. Voilà, c'est ce que je portais là-dessus. Donc, c'est besoin de structuration dans le développement aussi au niveau national. Et je pense que les pouvoirs publics ont bien pris en compte ce sujet-là et on tient tout notre rôle, nous, en tant que coopération agricole, pour faire attention au développement anarchique de ce produit. Voilà. Merci Bertrand. Donc, tous ces points de vigilance, en fait, sont des raisons de plus pour les coopératives de se mobiliser sur ce sujet et d'être présentes pour pouvoir être vigilantes et, comme vous le disiez, organiser tout ça en cohérence avec la stratégie des coopératives qui est propre à chacune d'entre elles. Max, peut-être un complément sur le point de vigilance, peut-être par rapport au collectif. On a souvent coutume, nous, à Méthanaction, de dire que dans un projet collectif, le groupe est important, que tout le monde soit raccord, que tout le monde partage la même vision des choses. C'est quelque chose qui est un sujet pour les CUMA. Est-ce que tu veux dire quelques mots en plus là-dessus? Oui, c'est un point de vigilance, c'est-à-dire bien réfléchir au projet parce que il faut que la gouvernance de ces projets collectifs qui font appel à de multiples partenariats entre exploitations et de partenaires externes, il faut que cette gouvernance elle soit consolidée et pour une durée longue de 15-20 ans. Et il n'est pas question de vivre des crises de gouvernance pendant tout ce parcours. Donc il faut que tous les acteurs qui s'engagent dans cet investissement le fassent pour de bonnes raisons, soient sûrs de leurs décisions et s'engagent et fassent en sorte qu'au niveau notamment de leur exploitation, il y ait de la suite de manière à ce que ça puisse durer pendant tout le temps d'amortissement, je dirais, du méthaniseur et d'amortissement de l'ensemble des équipements qui ont été réalisés en complément. Ça, c'est un point très très important. Pour ce dernier point qui nous permet de clôturer les points de vigilance, une dernière question à Hugo Battel puis Bertrand Magnin, la même en guise un peu d'ouverture et de perspective. Et je vais vous poser la question, est-ce que la méthanisation pourrait permettre de mieux valoriser les produits auprès des consommateurs? Cette
cette optique, c'est un peu le cœur du sujet aussi des coopératives, de permettre aux adhérents de mieux valoriser les produits. Il y a plusieurs labels qui permettent de faire reconnaître diverses démarches des agriculteurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose pour la méthanisation ? Alors, juste pour compléter les points de vigilance, juste sur l'usage des cultures principales, aujourd'hui, malheureusement, on pâtit de cette image parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui respectent pas le seuil réglementaire autorisé. Et j'insiste aussi sur les calculs qu'il faut faire en cascade derrière pour s'assurer du bien fondé. Aujourd'hui, des projets en injection, si vous déclarez réellement un passage de culture principale dans le méthaniseur, vous avez un tarif d'achat qui est moins intéressant. Et quand on met tous les calculs bout à bout, il faut vraiment se poser la question de l'intérêt de le faire. Au-delà du fait que je suis une coopérative, et Bertrand Magnien le disait tout à l'heure, il faut vraiment être vigilant à l'impact sur nos structures, nos silos. C'est pas négligeable. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'on a des gros problèmes d'acceptabilité au niveau des projets de méthanisation. Et soyons vigilants, soyons tous conscients de ces enjeux-là. Aujourd'hui, la culture principale comme sécurité en cas d'année compliquée, pourquoi pas ? Mais économiquement, je vous le redis, ça n'a pas d'intérêt. En termes d'image, il faut absolument pas qu'on aille là-dedans. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et mon deuxième point de vigilance, c'est sur les procédés en tant que tels, sur la méthanisation. En termes de conception, ayez des unités qui soient évolutives en termes de capacité de mobilisation de la biomasse. Ne vous enfermez pas dans des process trop réduits parce qu'on ne sait pas sur 15 ans de vie d'un projet quel type d'intrant on traitera dans 10 ans. On n'en sait rien. Donc du coup, il faut aussi avoir cette capacité d'avoir de la visibilité et de l'évolutivité sur les sites de méta qu'on développe. Bon, je vais répondre maintenant à la question qui a été posée. Alors, je ne sais pas si demain on aura des produits de marque estampillés produits bas carbone grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre que va prévoir la méthanisation. Mais en tout cas, on peut imaginer, on sent que c'est une demande du consommateur final. On voit que la méthanisation peut permettre de répondre à ces éléments-là. On a demain un engrais vert, quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, le digesta, qui est un vrai sujet aussi au niveau de la méthanisation. Comment l'épandre, quel type de matériel. Là, les CUMA ont un gros rôle à jouer. Le digesta, c'est un produit de qualité, mais qui est complexe. C'est-à-dire que c'est un produit technique et que pour vraiment l'utiliser et valoriser au mieux, il y a tout un tas d'adaptations, de choses à avoir en tête pour vraiment le valoriser. Mais effectivement, on va pouvoir substituer. Alors là, je prêche pas pour des coopératives qui aujourd'hui vendent de la pro, mais c'est un produit qui effectivement va nous permettre de substituer une bonne part d'intrants d'engrais minéraux de synthèse. Et ça aussi, ça correspond à une demande demain. Ça va permettre de réduire aussi l'impact gaz à effet de serre de la production de l'engrais en tant que tel. Donc, c'est tout des indicateurs qui nous permettent de se projeter demain en disant qu'effectivement, on aura capacité de communiquer sur des produits qui ont été produits de manière plus respectueuse de l'environnement. Et on sait que ça répond à une attente. Demain, on parle des crédits carbone, des choses comme ça. Donc, effectivement, je pense que les exploitations, grâce à la mise en place de ces dispositifs de production d'énergie renouvelable, seront les mieux placées demain pour pouvoir mettre en avant des activités plus respectueuses de l'environnement. Voilà. Merci Hugo. Monsieur Magnien, est-ce que vous voulez compléter sur cette question de la valorisation des produits et peut-être, pourquoi pas, dans quelques années, un label bas carbone en lien avec les projets de méthanisation ? Alors, moi, je reprendrai votre question, Mylène, par rapport à est-ce que méthanisation pourrait, vous me dites, est-ce qu'elle pourrait mieux valoriser les produits auprès des consommateurs ? J'ai envie de dire qu'elle pourrait permettre déjà de continuer de valoriser les produits auprès des consommateurs. Je suis pas un producteur de canard, mais j'ai énormément de respect pour le producteur de canard. Si aujourd'hui il trouve pas une solution acceptable par les acteurs du territoire sur lequel il travaille pour traiter les effluents d'élevage, mais je pourrais dire pareil pour les éleveurs de porc ou quoi que ce soit, mais je parle à la Nouvelle-Aquitaine, c'est pour ça que je pense au canard. Il pourra plus produire demain. Ça sera un anachronisme écologique dans son territoire. Il n'existera plus. On lui dira non. Il aura telle pression que lui, il finira sa carrière et quand son fils voudra s'installer, le fils dira attends, moi je peux pas supporter ce que tu as supporté, papa. C'est insupportable. Donc c'est la méthanisation, elle est déjà, c'est ce que j'ai voulu dire en disant, c'est un projet positif, c'est un produit qui permet de continuer avec l'amélioration que nous demande la société. C'est pas pour maintenir des choses coûte que coûte, non, c'est continuer en améliorant et en répondant vraiment à la demande de la société.
Effectivement, l'enjeu carbone, il est colossal. Effectivement. Il est colossal. L'agriculture, elle a plein de solutions pour s'en emparer. C'est une grande ambition de la coopération agricole pour l'impact 2050. C'est très loin comme objectif, mais ça arrive assez vite, que l'agriculture n'ait pas un impact sur le carbone. La décarbonation, elle est à tout niveau, elle est dans toutes les unités. Moi, je connais des unités, elle est très avancée dans le monde de l'élevage laitier. Ça commence déjà par la méthanisation. Donc, aujourd'hui, plus que dire, ça risque d'être identifié comme filière de qualité, je l'espère, et ça, c'est des vœux pieux. Elle va permettre de rentrer dans le label que l'on connaît, le label bas carbone. Hein. C'est un facteur de contribution à ce nouveau label. Donc c'est un facteur, et là, de continuité. Et ça me permet de faire le lien aussi, tout à l'heure, avec le point de vigilance. Il faut pas que les agriculteurs se loupent. Hein. Faut pas que les agriculteurs imaginent de partir un peu dans tous les sens, parce qu'il y a de la pression de toutes parts. Aujourd'hui, on voit certains conflits entre des investisseurs et des apporteurs de matière sur la méthanisation. Donc, il faut faire très attention à cela, parce que si on se loupe, comme dirait l'autre, il n'y aura pas de deuxième tour. C'est structurant pour l'agriculture, mais attention. Moi, je dis attention. Donc, effectivement, la méthanisation peut mieux valoriser les produits, je l'espère, mais elle peut continuer de nous permettre de valoriser nos produits, et aussi dans tous les labels qui arrivent, comme a dit Hugo, du bio, et de plus en plus toutes les coopératives. Je vous rappelle que les coopératives françaises sont les premiers acteurs et distributeurs du bio en France, hein, c'est pas d'autres, c'est les coopératives dans la collecte. Donc c'est important aussi de pouvoir répondre à cet enjeu-là. Merci Bertrand. Sur ces belles perspectives que je souhaite à la filière méthanisation et aux coopératives, je vais passer la parole à ma collègue Mélisa, qui va pouvoir vous relayer les questions de nos auditeurs de ce jour, ou les questions qui ont été posées au moment des inscriptions. Merci Mylène. Alors je vais d'abord prendre une première question qui est adressée à Hugo Battel concernant l'accompagnement. Et est-ce que l'accompagnement aujourd'hui se fait plus sur des projets collectifs ou plus individuels? Et non, malheureusement, et c'est très bien que les CUMA continuent à exister. On voit quand même qu'on arrive à faire co-travailler des agriculteurs, mais le plus grand malheur que j'ai moi aujourd'hui, c'est qu'on a une coopérative, mais on a de la difficulté à faire travailler les adhérents ensemble. Tout simplement parce qu'il y a des querelles historiques, hein, querelles de village, de la jalousie entre exploitations qui datent de l'arrière-grand-père et qu'on a du mal à faire évoluer malheureusement. Donc il y a ça qui aujourd'hui est un gros frein à la méthanisation, parce qu'en fait nous aujourd'hui on accompagne des projets de méthanisation à base de cives, et ce parce que aujourd'hui un effluent d'élevage, vous le faites pas se déplacer sur des distances énormes pour rester cohérent d'un point de vue environnemental. Là où on pourrait avoir de super beaux projets, c'est de faire travailler des éleveurs ensemble pour pouvoir atteindre des projets qui soient rentables. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est d'aller collecter ces intrants et de faire travailler les agriculteurs ensemble. Aujourd'hui, on a plutôt des projets individuels aussi par le projet de méthanisation en tant que tel. C'est-à-dire que la méthanisation, c'est des projets avec des forts investissements, on l'a dit. Et donc aujourd'hui, faire avancer, avoir une gouvernance partagée autour de projets qui sont fortement impactants pour les exploitations. On peut aussi comprendre que pour les exploitants agricoles, ça soit pas toujours simple de se mettre autour d'une table et d'avancer tous dans la même direction. Donc aujourd'hui, on est plutôt à un accompagnement individuel, mais là je rejoins Bertrand Magnin. Aujourd'hui, la bonne nouvelle entre guillemets quand même, c'est que nos projets de méthanisation permettent déjà de faire perdurer l'activité agricole. Et là, pour le coup, la bonne nouvelle, je peux en témoigner, c'est qu'aujourd'hui, les exploitations que j'accompagne, sur les 8 exploitations, c'est soit des agriculteurs qui sont en deuxième partie de carrière, qui justement installent un fils, donc ça permet justement de faire perdurer l'exploitation, ou des GAEC qui viennent d'intégrer des jeunes et où il faut créer du revenu pour que tout le monde puisse vivre de l'activité et de l'exploitation. Donc clairement, la méthanisation répond à ça.
Mais chez nous, en tout cas, hein, on a vraiment. Alors, il y a quelques projets collectifs qui sortent. Hein, je dis pas le contraire, mais dans les projets que j'accompagne, moi, en tout cas, c'est des projets plutôt individuels. Ok, merci pour cette réponse. Donc, Hugo, toujours pour Hugo Battel, on a parlé de digesta, enfin vous avez parlé de digesta tout à l'heure, donc le digesta qui peut être valorisé en tant que fertilisant. Donc nous avons une question qui a été posée lors des inscriptions. Peut-on envisager une conversion à la fertilisation issue du digesta via un maillage coopératif? Donc, alors, le digesta aujourd'hui, c'est un super produit, comme je le disais. La difficulté, en fait, c'est que ce digesta, aujourd'hui, la grande majorité de la flotte des méthaniseurs en France, c'est des méthaniseurs en infiniment mélangés. Donc, une technologie, en fait, qui consiste à avoir un digesta qui est plutôt liquide, qui est autour des 9% de matière sèche en général. Donc, en fait, effectivement, aujourd'hui, l'enjeu d'avoir des produits organiques fertilisants pour le développement de l'agriculture biologique, pour le respect des cahiers des charges, pour la réduction de l'usage de produits d'engrais minéraux de synthèse. Le digesta, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Mais malheureusement, de par sa composition, aujourd'hui, il est difficile d'envisager des retours au sol de digesta sur des parcelles éloignées du site de méthanisation. Soit il faut avoir des réseaux enterrés qui permettent de le transporter sur de plus longues distances. Enfin, en tout cas, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, dans l'acceptabilité des projets, il y a aussi l'impact sur le transport, sur la logistique. Les riverains regardent de près le nombre de tracteurs qui vont circuler. Est-ce que ça va créer des afflux supplémentaires sur le trafic? Donc, il faut vraiment être vigilant à ça. Et aujourd'hui, un digesta, comme je vous le disais, c'est 9% de matière sèche. Donc, quand vous transportez du digesta, vous transportez essentiellement de l'eau. Et en fait, le coût du transport derrière, sans parler de l'impact environnemental, hein, le coût du transport est vite rédhibitoire pour du coup avoir un digesta compétitif par rapport à de l'engrais minéral. Voilà. Donc après, il y a des procédés qui existent hein, pour traiter ce digesta, pour le transformer. Donc il y a des séparateurs de phase tout simplement qui permettent de séparer la phase liquide de la phase solide. Et à ce moment-là, on peut effectivement espérer emmener la phase solide plus loin. Mais pareil, là, c'est la casquette de l'agronome qui parle. Attention à ne pas appauvrir les sols en matière organique. Si j'exporte toujours la phase sèche qui contient la matière organique la plus stable aujourd'hui en plus grande quantité, vous allez déséquilibrer le retour au sol du digesta et surtout le retour de matière organique sur les sols. Donc attention à ça. Après, il y a des systèmes d'évapoconcentration qui sont des systèmes qui sont assez énergivores et qui ne sont adaptés qu'à des procédés de plus grande taille pour des projets plus conséquents. Donc voilà, pour nous, ce qui nous concerne, des projets agricoles, le digesta, c'est vrai qu'il y aurait un vrai intérêt pour les agriculteurs voisins des méthaniseurs, mais la limite, c'est ses caractéristiques techniques et l'impact coût que ça peut représenter. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà ce que je peux vous en rapporter. Merci pour cette réponse. Une autre question vous concernant, donc un des participants rebondit sur le fait que qu'il y a certains exploitants qui ne respectent pas les seuils des matières qui entrent dans le méthaniseur, donc qui se demandent, y a-t-il un contrôle qui est fait? Aujourd'hui, il y a des organismes de contrôle qui sont effectivement en charge de vérifier ça. Aujourd'hui, on ne constate pas de contrôle terrain, en fait, mais c'est une filière qui est récente, il faut aussi se le dire. L'ensemble des filières qui encadrent la méthanisation aujourd'hui s'organisent et les contrôles vont avoir lieu. Mais même la question du contrôle ou pas de contrôle, je veux dire, c'est comme je le disais, ça dessert complètement la filière aujourd'hui d'avoir des projets qui intègrent de la culture principale ou qui réduisent à rien les cultures principales pour pouvoir faire des cives qui en fait sont la culture principale. Donc attention, alors la cive, oui, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement parlé, donc la culture intermédiaire à vocation énergétique qui vient s'insérer entre deux cultures principales devient parfois la culture principale. Et attention, un agriculteur aujourd'hui, il doit vivre de son métier de base qui est de nourrir la planète. Je le disais, produire de l'énergie, c'est une voie de diversification qui permet de pérenniser son activité, mais gardons quand même les enjeux principaux. Après, je comprends aussi qu'il y ait des agriculteurs qui soient tentés. Parfois, les contextes, les marchés sont pas hyper favorables, mais malgré tout, comme je le dis, c'est pour le bien-être de la filière méthanisation et pour garantir son acceptabilité demain. Soyons vigilants à ça et faisons tous un effort pour que tout se passe bien.
Merci. Une dernière question et qui sera adressée à tous nos 3 intervenants. Donc, toutes les coopératives aujourd'hui ne sont pas forcément favorables à la méthanisation. Beaucoup, même si elles le sont, ne sont pas forcément actives sur le sujet. Donc, la question est comment les fédérer, les motiver à s'engager plus dans la méthanisation. Donc, on reste sur Hugo Battel pour répondre à cette dernière question et je passerai la parole ensuite à 2 autres intervenants. Je pense qu'il faut aussi, il y a vraiment le territoire sur lequel s'inscrit une coopérative qui déjà peut créer des arguments pour le fait qu'il y ait des coopératives qui s'engagent pas spécialement sur la thématique. Donc je pense qu'il il faut pas non plus chercher systématiquement à le mettre en œuvre. Pour la coopérative que je représente aujourd'hui, c'est quand même un investissement. Donc il faut aussi avoir des tailles critiques qui permettent d'absorber cette charge supplémentaire pour une coopérative. Nous, on est quand même aujourd'hui un peu plus de 7000 adhérents, donc ça permet effectivement d'envisager des postes comme le mien. Mais je pense que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Après, il y a peut-être des systèmes de mutualisation de compétences à envisager pour que les coopératives puissent répondre sur ces thématiques-là. En tout cas, j'encourage vraiment mes confrères à s'engager sur la thématique puisque c'est des thématiques d'avenir, que ça permet d'apporter des solutions à nos exploitants et que c'est de toute façon une attente forte des riverains, de nos citoyens, que l'agriculture de demain soit aussi acteur de la transition énergétique. Et on a des opportunités pour les agriculteurs de s'engager dans cette transition énergétique. Donc, il faut vraiment essayer d'accompagner au mieux nos adhérents là-dessus. Après, que ça soit la méthanisation, il y a d'autres possibilités. C'est pas forcément la méthanisation. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que garder la main mise sur ce qui se passe sur les exploitations. Alors, on n'est pas la Gestapo, c'est pas l'idée, mais c'est de se dire qu'il faut s'assurer aussi que les projets qui se développent chez nos adhérents soient des bons projets. Et que du coup, pour éviter qu'il y ait des choses qui nous échappent, et je pense que c'est important pour une COP de pouvoir garder aussi un peu de visibilité là-dessus. Donc vraiment, j'encourage mes collègues à s'engager, même si je vous le dis, il y a des effets locaux des fois qui font que il y a déjà des organismes qui sont bien en place qui accompagnent, donc qui nécessitent des fois pas forcément de mise en place d'un accompagnement au niveau de la COP. Mais en tout cas, il faut pouvoir être force de proposition à nos adhérents sur ces thématiques-là. Ok, merci, en espérant que vos mots encourageront les coopératives à s'engager plus dans la méthanisation. Donc Bertrand Magnin, est-ce que vous souhaitez compléter du coup concernant ce sujet? Moi, je voudrais effectivement compléter au niveau national parce que sur l'ensemble des coopératives, vous imaginez bien qu'il y a des structures très différentes. Juste pour dire peut-être à nos interlocuteurs que la coopération agricole française, je vous dis 2700 coopératives, ça va de la coopérative unipersonnelle où il y a une seule personne ou deux jusqu'à des groupes internationaux. Donc vous voyez qu'il y a des panels très très larges. Et vous dire qu'au sein de ce monde coopératif, le fait d'avoir mis en place un comité bioéconomie qui travaille à la méthanisation, on met en place des formations, on met en place une veille aussi, une veille réglementaire très importante qui peut être diffusée auprès de coopératives qui n'ont pas, comme Oxiane, la taille critique pour pouvoir avoir quelqu'un qui fait lui-même le travail ou qui le fait en région. Nous avons des relais régionaux aussi qui essayent de travailler cela. Tout cela pour pouvoir répondre à des questions. Par exemple, nous avons fait un webinaire sur cette thématique. L'an dernier, nous étions 25, là on était plus de 100. Donc vous voyez bien que cet intérêt est porté par de plus en plus de coopératives parce que eux-mêmes sont questionnés par les agriculteurs. Mais tout ça en restant très vigilant sur le développement de ce projet. C'est pas dans tous les sens pour tout le monde et partout. Merci pour votre réponse. Max Doux, est-ce que vous souhaitez, au nom d'ECUMA... Oui, pour
pour la coopération, que ce soit les coopératives ou les CUMA, l'important c'est qu'il y ait des agriculteurs pour qu'on puisse continuer à faire exister nos structures et que nos structures aient des choses à apporter et des services à apporter à nos agriculteurs. Donc, tous ceux qui contribuent dans le développement local, et là où c'est possible, parce que je crois qu'il faut bien se rappeler de tous les points de vigilance qui ont été exprimés, là où c'est possible, là où on a une solution de pérennité, de développement de méthaniseurs, et plutôt de façon collective, c'est la garantie du maintien de non-rotation sur le territoire. Et donc derrière, c'est la garantie de maintien d'adhérents pour l'ensemble des coopératives, quelle que soit leur taille. Merci à tous les trois pour votre intervention aujourd'hui. C'est vraiment des interventions de qualité et je vous remercie tous les trois d'avoir été mobilisés aujourd'hui. J'espère que ça aura inspiré les coopératives de Nouvelle-Aquitaine et puis pourquoi pas d'ailleurs. Merci à tous les trois. Merci à vous qui nous avez suivis sur cette matinée. Et puis en mot de la fin, à toutes les coopératives de Nouvelle-Aquitaine, si vous souhaitez avancer sur ce sujet de la méthanisation, n'hésitez pas à nous contacter, Mélisa et moi-même, animatrice du dispositif Méthanaction, pour vous accompagner dans ces démarches. Merci à tous les trois. Et puis, je souhaite à tout le monde une bonne journée. Le replay sera disponible dès la semaine prochaine. Et puis, je vous invite à suivre les 2 autres sessions de la semaine de la méthanisation qui auront lieu demain et vendredi pour la dernière. Donc, demain sur le sujet de la formation et de l'emploi et vendredi sur le sujet des collectivités. Merci à tous et bonne journée.